Et est-ce qu'on dit comment est-ce que, avec ce que moi j'ai, mon expérience, mes compétences, mes connaissances, comment est-ce que je peux sortir du lot en fait et faire en sorte que j'ai plus jamais à me soucier en fait de cette concurrence. Je t'en prie Lohan, installe-toi, bonjour. Un vrai plaisir de t'accueillir dans ce temple du rugby à Marcoussis. Pour notre second séminaire du Mastermind. C'est pas la première fois que tu interviens dans le Mastermind. On a souvent discuté ensemble de ce qu'on pouvait détecter comme besoin chez les jeunes coachs. Et je voulais faire une interview avec toi pour discuter un tout petit peu de ton parcours. Je pense que ça va servir de bon exemple à bon nombre d'entre eux. Alors en termes de présentation, tu as 28 ans. Ouais. Tu es aujourd'hui dirigeant d'une société online qui accompagne des coachs dans leur développement. Ouais. Tu es un ancien footballeur, ouais. Pro, tu as arrêté il n'y a pas longtemps. Semi-pro. Mais 10 pro, j'aime bien, ça fait. Tu as commencé en tant que commercial à Annecy. Ouais. C'est ta formation de base. Et en ayant travaillé dans une structure, tu t'es aperçu au fur et à mesure que les clients te demandaient en tant que coach et tu t'es formé dans le coaching en suivant et tu as commencé à faire du coaching individualisé et tu t'es rendu compte de certains petits points et certains besoins que tes clients te faisaient remonter. Et c'est là où tu as commencé à t'interroger sur ce que tu pouvais développer comme projet. Donc je te laisse embrayer là-dessus. Non, je pense que tu as fait le résumé global. Je m'appelle Lohan Boucher et c'est ça en fait, si tu veux, mon parcours il est entre guillemets basique. C'est que j'ai eu la chance de mettre un pied dans le fitness, la remise en forme très tôt. En fait, c'est-à-dire que dès les études en alternance, donc j'étais déjà en alternance à ce moment-là commercial comme tu l'as dit, où en fait mon rôle c'était simplement de vendre des abonnements et de gérer la relation un peu avec les comités d'entreprise et les partenaires pour 3 salles de sport à Annecy. Et en fait, j'avais déjà le pied dedans, j'ai été plongé directement, immergé dans le milieu. J'ai eu de la chance d'être hyper bien entouré avec justement une patronne qui m'a donné envie en fait de continuer, d'évoluer, etc. Et puis en fait, très rapidement, de simple commercial, réceptionniste, je suis passé pur commercial. Ensuite, je suis passé coach sportif, instructeur courco, personal trainer ensuite, manager de salle aussi. Donc de salle haut de gamme à Genève, une salle qui s'appelle Pure notamment, qui existe toujours. Et puis ensuite indépendant, coach, donc du domicile, je coachais dans des studios de coaching et tout à Genève. Et jusqu'à aujourd'hui, avoir développé l'aspect et le côté coaching en ligne et monter ma propre structure d'accompagnement aussi pour les coachs qui veulent se développer. Cool. Donc très vite en fait, tu as vu un peu tout le spectre des compétences qu'un coach doit avoir pour bien mener sa carrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche pour toi? Non, mais il y a plusieurs points. Il y a plusieurs choses qui font que pour l'instant tout fonctionne. Je sais qu'à priori, ce qui a très bien fonctionné chez moi, c'est que très rapidement j'ai compris quel était mon point fort. Zone de génie. Ma zone de génie. C'est là où je veux en venir. Ouais. Quel était mon atout principal? Moi, c'est ce que j'appelle le 1%. C'est le truc en fait qui me différencie de toutes les autres personnes. Et moi, ça a toujours été mon intelligence sociale, mon savoir-être. Je pense pas que c'est inné. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Alors évidemment, on part pas tous du même point, mais à un moment donné, ça se travaille. Mais je pense que dans nos métiers, c'est quand même quelque chose de primordial. Je te prends l'exemple, je te disais, moi, c'est mon atout. C'est qu'en fait, très facilement, je crée une relation avec que ce soit les gens qui sont intéressés par ce que je fais ou mes clients. Et j'ai des gens qui adorent être avec moi au quotidien et qui restent avec moi sur le long terme, qui me recommandent. Et du coup, tu vois, boule de neige, et très facilement, en fait, tu te crées un réseau de clients, tu crées des gens qui sont heureux, des partenaires. Tu as limite une queue de personnes qui attendent de pouvoir travailler avec toi grâce à cette intelligence sociale-là et la capacité, en fait, de facilement créer des liens et des relations avec les gens. Et ça, c'était vraiment l'atout. Et juste pour revenir à ça, je te dis c'est pas forcément inné, etc. Et ça me fait penser hier, pas plus tard qu'hier, je faisais une conférence chez vous, là chez SSCS, où on était une salle, une conférence devant quand même pas mal de personnes. Si moi je dois refaire le rétro il y a quelques années en arrière, si je dois te dire il y a 10 années en arrière, j'étais la personne peut-être la plus timide au monde. J'étais incapable de demander l'heure à quelqu'un, j'étais incapable de parler en public.
j'étais incapable de parler à 2 personnes, c'est-à-dire qu'il y en avait une de trop, si tu veux, s'il y avait 2 personnes en face de moi, il y en avait une de trop. J'étais peut-être le gars le plus timide, le plus introverti. Qu'est-ce que tu as fait en termes de formation pour travailler sur le développement personnel? Alors, j'ai pas fait de formation. Okay. Par contre, ce que j'ai fait, et je l'ai fait consciemment, et c'est un travail que je fais depuis quelques années maintenant. Alors, ça a démarré inconsciemment, c'est-à-dire que j'ai mon tout premier job, donc de commercial, j'avais pas le choix en fait. C'est exact. T'arrives, t'es à l'accueil, tu vois des gens toute la journée. C'est soit tu arrives à démarrer une conversation, créer un lien avec les gens, soit tu fais 1 mois. Donc toi, tu t'es mis un pitch de présentation. Je me suis mis un petit pitch, un peu des trucs à dire, etc. Et à un moment donné, te dire, ok, c'est pas naturel, force le trait, force un peu la chose pendant un petit moment, et tu vois si ça passe. Volontairement. Donc au début, j'arrive le boulot, c'est ça, je l'accepte. Ok, là par contre, il n'y a plus le choix. Tu vois, faut y aller. Bref, ça commence, je me lance, etc. Mais c'est pas pour ça que je suis devenu, je pouvais pas parler devant les gens, c'était quand même très très difficile, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que volontairement, je me mettais toujours des petits exercices qui me permettaient d'aller travailler en fait sur moi-même. Parce que là, le problème, c'est pas une histoire de compétences, c'est pas une histoire de ce que j'ai appris en formation, c'est pas une histoire de ça. C'est juste comment je me comporte avec les gens et comment socialement, tu vois, j'interagis dans l'environnement. Et du coup, je mettais toujours des petits challenges. Donc en fait, c'est des trucs tout cons. Hein. Et franchement, s'il y a des gens que ça peut percuter, je les invite à le faire. Chaque jour, je me forçais à faire le tour de la salle et d'aller dire bonjour individuellement à chacune des personnes. Ça paraît tout con, ça paraît tout bête. Mais en fait, pour moi, c'était déjà un travail de ouf. Et en plus d'être un travail de ouf comme ça, bah en fait c'est comme ça que je cultivais mon réseau et que j'avais des gens qui disaient « Ah tiens, il est un petit peu différent des autres, lui il vient nous dire bonjour tous les jours ». Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est arriver à switcher son esprit pour « je m'intéresse à l'autre » en fait? Bah clairement, ouais. Bah, alors déjà c'est juste important déjà de se connaître soi, déjà un petit peu sur quoi travailler et ensuite naturellement, et après ça fait partie aussi de l'essence de notre métier, hein, on fait ce métier là pas pour nous à la base, c'est d'abord pour les autres et ensuite tu vois. Donc évidemment qu'à un moment donné il faut aussi le faire pour les autres et mettre ton focus pour les autres clés. Mais ça pour moi c'est en fait c'est même la base de notre boulot. Hein. Alors je vais t'interrompre, on va juste couper un tout petit peu de sujet parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de mecs de savoir quel est ton rythme au quotidien. Pour le coup, de savoir comment tu manages cette vie d'entrepreneur, ça peut donner quelques idées. Je sais que tu te lèves super tôt. Ouais. Mais je pense que le truc qui peut être cool à peut-être que je partage, c'est comment peut-être ce rythme il a évolué au fur et à mesure du temps. Ouais, tu vois, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai des façons de fonctionner que j'avais peut-être pas forcément avant. Si je reprends juste en tant que coach, quand voilà, j'allais chez mes clients, quand je travaillais en salle, quand je donnais mes cours, etc. C'est vrai que j'avais un rythme qui était assez ouf, c'est-à-dire lever très tôt le matin pour les premiers coachings, tu vois bien, 6h30, j'ai même une période où j'avais mes premiers coachings à 5h30 le matin. Ouais. Donc tu vois, tu te lèves, tu as déjà 45 minutes de route, donc autant te dire tu te lèves tous les jours à 4h, matin, t'enchaînes, cours le midi, t'enchaînes client le soir, plus éventuellement ton entraînement, le foot à l'époque, parce que quand je jouais au foot à côté, fallait s'entraîner, ça faisait des journées à rallonge, fatigue de ouf, fatigue de malade, et surtout à un moment donné j'ai dit ok, c'est bien d'avoir des rythmes comme ça, d'envoyer un peu la sauce, mais combien de temps ça va tenir? Alors faut que ce soit rentable, et puis combien de temps je suis vraiment capable de tenir? Parce que la réalité c'est que toi t'es toujours sous adrénaline, tu dors très peu, c'est 3-4 heures par nuit, puis un jour tu te dis ok, peut-être que je manage le temps un petit peu différemment parce qu'à un moment donné ça va se stopper quoi. C'est même pas moi qui va le décider, c'est mon corps qui va peut-être me dire calme un peu le jeu quoi. Et du coup, je me suis dit ok, comment je peux manager mon temps? Et manager son temps c'est quoi? C'est l'organiser en fait intelligemment et prendre des décisions en fait. Pour optimiser. Parce que je peux décider en réalité, hein, si tu es un bon entrepreneur, tu as décider pour organiser ton temps, pour optimiser et rentabiliser encore plus. Ouais, c'est quelque part pas se laisser manger par une routine. Par le temps, parce que c'est le plus gros problème de l'entrepreneur, c'est comment tu gères ton temps. C'est ça en fait. Et c'est un truc que moi j'aime bien dire, c'est comment t'expliques que tu as des gens qui ont exactement le même temps que toi dans une journée, qui travaillent peut-être pour certains moins que toi, mais qui ont des résultats qui sont stratosphériques. En fait, c'est juste une question de comment j'utilise mon temps. Bien sûr. Tout simplement. Et du coup, après, j'ai commencé à réfléchir sur 2-3 trucs. Comment je peux décorréler ma rémunération par rapport au temps, donc d'où est venu le coaching en ligne, on pourra en reparler si tu veux après, et surtout comment est-ce que je fais pour être le plus productif possible dans mes journées et que les efforts que je fournis une fois ou 2 fois puissent avoir des résultats différents. Donc en fait ce que je fais maintenant c'est que je vais me lever relativement tôt généralement. Bon, la grosse différence par rapport à avant c'est que je ne suis pas obligé de me lever, mais je me lève parce que j'ai envie de me lever.
pour travailler sur des trucs tôt le matin. Quelque chose qui te prend aux tripes. Hein. Ouais, voilà, tu as vraiment cette envie de faire les choses, cette mission de le faire, et puis tu es passionné par ce que tu fais. Ouais, on en discutait hier soir avec Pierre Dufresne aussi, et lui est quelqu'un qui se lève super tôt pour justement travailler sur cette fameuse zone alpha au niveau du cerveau et qui permet d'être très concentré sur un travail. C'est quelque chose que tu aimes faire? Ouais. Bah, si tu veux, c'est ce que, dans la discussion d'hier, c'est ce que je disais, je pense que c'est pas, ce que je vais dire là, c'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent bénéficier en fait des bienfaits de se lever très tôt et travailler très tôt, et notamment travailler très tôt sur des projets qui font avancer ta vie perso et ta vie pro, c'est-à-dire les trucs qui tiennent à cœur, les vrais projets, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matin, la première chose, c'est que déjà tu te réveilles, c'est là où tu as la clarté d'esprit, tu n'as pas de distraction, tu n'as pas de choses qui peuvent venir te troubler ou tu sais, t'as reçu un email de merde dans la nuit, tu as des messages de X ou Y personnes qui te font pas forcément plaisir, ou même un truc qui te fait plaisir mais qui vient te perturber. Quoi. Tu te lèves tôt, tu démarres, ça peut être 5h, 4h30, 5h, 6h du matin, et là tu sais que tu as un laps de temps de 2-3 heures, donc jusqu'à 8h, 8h30, où c'est un temps où tu n'es pas dérangé en fait. Tu as de la clarté d'esprit et en plus tu n'es pas dérangé. C'est vrai. Ce qui fait que tu peux être vraiment focus sur les choses importantes, à condition de savoir quelles sont les choses importantes pour toi, mais tu peux vraiment être focus sur les trucs qui font avancer les choses. Ouais, du coup, tes 2-3 heures de boulot, ouais. c'est effectif. J'en parlais hier avec Julien, je lui dis, moi je suis certain que sur mes phases de 2-3 heures de boulot, je pense que je fais l'équivalent de 2 journées ou 3 journées de quelqu'un de normal. Je suis d'accord. Tu vois, qui serait au boulot, le collègue qui vient de déranger, le client qui vient de poser 5 questions, la nana de l'accueil, le coup de fil, la machine à nettoyer, le problème de musique, les gamins le soir, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et du coup, en fait, en prenant ce temps-là pour toi, en te disant, ok, je me mets un moment spécifique pour faire avancer les choses, dans ma vie, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, bah, tu crées une avance considérable sur la masse, en fait, ou sur les autres personnes. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, comment tu vois le futur du coaching? Ouais. Alors, parce que là, on vient de passer une période post-Covid où effectivement il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de coachs se sont installés online et réalisent aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'il y ait de retour en arrière et du coup ont commencé à se projeter un peu plus sur leur futur et à se mettre un peu plus au chaud avec cette hybride de je suis en même temps coach à présentiel et en même temps coach online. Pour te répondre à ça, ma réponse elle est basée sur, ça fait quand même 10 ans que je suis dans le métier. Ouais. Donc tu vois, je me suis pas réveillé aujourd'hui et ce que je vais te dire là, je te le ponds de trucs. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier, ça fait 10 ans que, alors ça fait pas 10 ans que je suis coach, mais ça fait 10 ans que je côtoie des coachs, qu'au quotidien j'interagis avec eux, que je connais un petit peu les modes de fonctionnement, etc., etc. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le métier il évolue. Bien sûr. Voilà, pour différentes raisons, les technologies, le mode de consommation des gens, la demande, les clients, et puis également les événements. Tu prends coronavirus, etc. À un moment donné, il y a des choses qui accélèrent un peu des transitions. Et aujourd'hui, en fait, ce cumul de ça, donc de la technologie, des modes de consommation, des gens qui est de plus en plus digital, qui est de plus en plus, à distance, tu vois, Amazon, Netflix, etc. J'achète un service et je le... Exactement. Plus le fait, et notamment le coronavirus qui a accéléré les choses, en fait, tu te dis aujourd'hui, les gens veulent, pour une grande partie des clientèles, se faire coacher par quelqu'un à distance. Je ne dis pas que le coaching en ligne doit absolument être une vérité, que tout le monde doit le faire, je dis juste qu'il y a une clientèle pour ça. Et en fait, quand tu as une clientèle pour ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut avoir tout simplement une offre en face. Ouais. Voilà. Et donc cette offre en face, sur les coachs qui pour moi vont se lancer dans la démarche de développer le coaching en ligne, simplement auront un nouveau business et ont déjà aujourd'hui un nouveau business qui s'ouvre à eux. Alors c'est quelque chose qui est déjà vrai ailleurs. Il y en a plein aujourd'hui et les vidéos YouTube elles ont complètement explosé quoi. Des coachs qui publient sur Instagram tous les jours des exercices à réaliser. Toi et moi on a discuté et ça a été aussi l'objet d'une partie de ton intervention d'hier. Il faut faire attention aussi à ça parce que la clientèle se perd aujourd'hui et on a vu les statistiques qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de coachs qui n'étaient pas diplômés et ça pouvait représenter aussi un danger pour ceux qui ont fait la démarche de faire des formations pour justement être dans la légalité. Aujourd'hui,
j'en sais rien, comment tu envisages un peu ce futur de ce métier-là? Tu vois, est-ce qu'il va falloir qu'on apporte beaucoup plus à nos clients de preuves de nos formations pour justifier d'un niveau de facturation? Comment on va faire le tri en fait? Comment on va aider nos clients à comprendre que un coach YouTube qui publie 3 vidéos et qui n'a pas fait de formation va être rémunéré à un certain prix ou va présenter un certain prix, et un coach qui est à 100 € de la séance, lui il a fait une formation derrière. C'est quoi ton point de vue sur ça? Avant juste de te répondre à celle-là, je termine juste sur un truc qui était méga important avant, c'est de se dire aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en fait, il y a de la demande et il y a du business à faire sur la partie online, à distance, comme on veut l'appeler. Et ça, c'est qu'on le veuille ou non. Alors, certains vont dire ouais, le coaching c'est présentiel, d'autres vont dire moi je suis ouvert aussi au coaching en ligne. Chacun son point de vue, mais aujourd'hui c'est là. Voilà, donc il faut faire avec. Certains vont y aller, certains vont pas y aller, et c'est ok. On choisit juste, et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de, il faut absolument y aller, il faut pas. C'est chacun fait son choix. Mais c'est là. Si tu veux, tu peux venir prendre parce qu'a priori, ça représente une opportunité. Et c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Qui est en soi, dernière chose avant que je te réponde à l'autre question, mais souvent on croit que c'est le Covid qui a lancé le coaching en ligne en France. Non, nous ça fait 4 ans qu'on en fait. Tu vois ce que je veux dire? 4 ans, on est en retard de 15 années aux États-Unis, avec les États-Unis, l'Australie et les pays anglo-saxons. Donc vraiment voilà, c'est là et aujourd'hui chacun peut bénéficier du truc. Aujourd'hui par contre, il y a un truc qui est vrai et que tu as dit, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de concurrence sur le marché qu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que c'est un métier qui a le vent en poupe, si tu veux, c'est un métier passion. Il y a de plus en plus de personnes qui sont passionnées de fitness, qui vont à la salle de sport, etc. Et du coup ils disent tiens, pourquoi j'en ferai pas mon métier? C'est beaucoup de concurrence aussi. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui la digitalisation fait que des coachs d'autres pays peuvent venir prendre tes clients chez toi. C'est une vérité. Il y a plus de concurrence aussi parce que il y a des formations indépendantes maintenant qui arrivent de plus en plus sur le marché. Légal ou pas, on s'en fout, mais elles arrivent. Et concurrence aussi, pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de non-diplômés. Voilà. Parce qu'il y a un vide juridique autour de certaines pratiques et du coup, il y a beaucoup de non-diplômés qui coachent, on peut l'appeler ça comme ça. Voilà. Moi, ce que je veux déjà dire par rapport à ça, par rapport à cette concurrence, c'est qu'en soi, quoi qu'il arrive, on ne pourra rien y faire à ces problématiques-là que je viens d'évoquer. On ne va pas pouvoir bannir les non-diplômés du truc, on ne va pas pouvoir les choper, on ne va rien pouvoir faire parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça, déjà. Donc la question à se poser, c'est quoi? C'est est-ce que je me dis, ouais, ça casse les couilles, il y a des non-diplômés, ils nous prennent le business, etc. Ouais, il y a plein de coachs, trop de concurrence, c'est trop difficile de s'en sortir, etc. Ou alors, est-ce qu'on renverse un peu la machine? Et est-ce qu'on dit comment est-ce que, avec ce que moi j'ai, mon expérience, mes compétences, mes connaissances, comment est-ce que je peux sortir du lot en fait et faire en sorte que j'ai plus jamais à me soucier en fait de cette concurrence-là. Le client arrive à détecter la différence entre moi. Ça rejoint ta question, tu vois. Comment est-ce que j'arrive intelligemment à justement faire en sorte que tout ça là, c'est les coachs lambda, moi j'appelle la masse, tu vois, tous ceux qui font tous la même chose. Comment je fais pour m'élever de ça en fait et faire en sorte que quelqu'un vienne vers moi, tu vois, comme si je l'attirais comme un aimant. On revient à cette fameuse différence dont on a discuté au démarrage de l'interview sur chercher à avoir qu'est-ce qui nous distingue des autres et qu'est-ce qui va faire que les clients vont venir chez nous plutôt que chez un autre. Et chercher juste à comprendre c'est quoi le 1% qui me différencie de tous les autres et se dire ça. Et en tout cas se plaindre de la concurrence, des non-diplômés, de tous les nouveaux coachs, des jeunes qui font n'importe quoi, etc. En fait, c'est une perte de temps et ce temps que tu passes à t'occuper des autres, j'en vois beaucoup, mais ce temps que tu passes là, en fait, tu le passes pas à t'occuper de toi, ni de ton business, ni de tes clients. Et en fait, c'est du temps que tu fous en l'air. Ouais, je pense aussi, ça fait partie de l'objet de la discussion d'hier soir. On se rend compte que dans nos métiers aussi, il y a beaucoup de déperditions sur les premières années en fait. Beaucoup de coachs qui arrêtent après 1 ou 2 ans ou 3 ans d'activité. On cherchait d'ailleurs des pourcentages pour voir un peu au niveau des sondages, etc. ce qu'il y avait. On est très peu à faire ce métier-là depuis plus de 10 ans, encore moins depuis plus de 20 ans, et c'est très souvent pour des raisons en fait de non-formation sur le commercial, sur le marketing, etc. On n'a pas été formé à ça dans les différentes formations qu'on a pu prendre et on se rend compte qu'en fait il y a peut-être quelque chose à apporter à ces coachs-là, à leur dire attention, aujourd'hui vous avez beau avoir un savoir-faire qui peut être super important, le fait de passer à côté en fait de ce statut d'entrepreneur et cette responsabilité d'avoir un œil sur la gestion, sur la compta, sur
sur le marketing, sur la pub, etc. Ne pas se projeter sur l'avenir en termes de carrière, qu'est-ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans, etc. Ça peut représenter un problème. Qu'est-ce que tu conseilles à ces jeunes coachs-là en termes de stratégie? De se poser une fois de temps en temps, de faire des formations qui vont leur permettre de se projeter sur l'avenir? Qu'est-ce que tu peux apporter? J'en sais rien, peut-être des lectures aussi. Je ne me considère pas comme le plus expérimenté, tu vois, ça fait que 10 ans que je suis dans le métier, mais bon, tu vois, quand tu prends le ratio par rapport aux gens, tu te dis 10 ans, ça fait quand même déjà un petit peu. Et en fait, il faut juste être conscient, je pense, et c'est malheureusement quelque chose, et on en parlait, c'est vrai, quand on voit les formations, j'interviens aussi parfois dans des BPGEPS, dans différentes structures et tout, et en fait on se rend compte, et même moi si je dois me revoir en formation avant, c'est vrai que on se rend compte que on n'a pas forcément conscience de qu'est-ce qui va se passer en fait une fois que je suis diplômé, après. Parce que pour l'instant on est dans un monde un peu merveilleux, on apprend des nouvelles choses, la salle de sport, c'est stylé. T'es pas conscient. On va entraîner des gens, on va les aider, on va les faire avoir des résultats de dingue, je vais être coach d'entrepreneur, coach de star, c'est mon objectif, c'est génial. Mais en fait, il y a quand même une vraie différence entre ce qui se passe en formation, l'image que tu as du coaching. Et ce qui arrive derrière. Et ce qui se passe réellement. Et le problème, aujourd'hui, et moi j'aime bien chercher des responsables, tu vois, et je te dis, des fois c'est souvent les organismes de formation, etc., mais qui peut-être sensibilisent pas suffisamment les personnes sur qu'est-ce qui va se passer après, et qu'en fait tout va pas être tout rose, comme sur le papier. Parce que c'est vrai, hein, tu vois. Et du coup, moi le truc que je peux dire, et sur lequel je veux sensibiliser, c'est qu'en fait, il faut juste comprendre que quand on sort de formation, on part de zéro. Il y a tout à faire, il y a tout à apprendre, il y a tout à créer. Et en fait, la formation, ça représente que 1/3 d'un business, c'est-à-dire tu vas savoir coacher des gens, les encadrer, les accompagner sur le long terme. Mais par contre, l'entrepreneuriat, le développement d'une activité, c'est pas que ça en fait. Il y a savoir attirer des clients, ce qu'on appelle le marketing, savoir vendre tes services, vendre tes offres, et surtout te rémunérer en fait pour ça. Ça s'appelle la vente. Et il y a le suivi client, le succès client, la fidélisation, l'accompagnement, ça dépend comment on l'appelle, qui va de j'encadre les gens, etc., jusqu'à que je gère aussi mes encaissements, ma comptabilité, et tu vois, tout ça. Et ça, en fait, c'est quand même un package qui est le minimum syndical à savoir faire quand tu veux durer sur le long terme. Et si tu as vraiment des objectifs quand même de faire grossir une activité, d'en vivre confortablement, le conseil qui est naturel pour moi, c'est forme-toi. Lis des bouquins, regarde des vidéos, achète des formations, mais juste sache que tu pars avec pas tous les éléments et qu'il va falloir construire en fait. Je parlais de briques, tu sais, les briques du pont que tu vas ajouter pour obtenir ta liberté, les briques par briques. Alors justement, on parlait de gestion de compta, etc. et de faire grandir sa société. Pour toi, être riche, ça veut dire quoi? À partir de quel moment on est riche? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les questions de merde piège où il n'y a pas forcément de réponse. Alors déjà on me l'a jamais posé, je me la suis jamais posé non plus. Alors moi si tu veux, j'ai aucun souci avec l'argent, mais j'ai pas, tu vois, ma question elle est ouverte en fait. Et je vais pas te parler d'argent en fait, dans le truc. Si tu veux, pour moi, et en tout cas c'est ma vision et c'est comme ça que je mène un peu mes actions au quotidien, mes projets et puis ce que moi j'imagine pour ma vie, c'est moi je le mesure en liberté au quotidien. J'ai 5 indicateurs, 4, 5, c'est richesse sociale, ça veut dire en gros avec qui je suis au quotidien, qui est-ce qui m'entoure, avec qui je travaille, tu vois, mes clients, mes équipes, ma famille, les amis avec qui je suis. Et en fait, mon objectif, c'est d'avoir la richesse de pouvoir choisir qui je veux. Et vraiment, mes clients, mes équipes, etc. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir. Liberté hiérarchique. Moi, la richesse, c'est pouvoir se dire, je fais ce que j'ai envie et je mène ma vie non pas au travers des décisions de quelqu'un, mais au travers de mes propres décisions. Tu vois, et je cumule ça. C'est aussi la richesse de pouvoir être indépendant financièrement. Donc là, on revient à l'argent, mais en soi, être riche, c'est pouvoir te dire à un moment donné, pour moi, voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai les options. Bien sûr. De faire ce que j'ai envie, tu vois, et de mener le truc. Je ne dis pas de faire des trucs de malade, mais au moins d'avoir le choix de faire ce que j'ai envie. Ça, pour moi, c'est la richesse. Temporelle aussi. C'est-à-dire, en gros, je peux organiser mes journées comme j'ai envie. Je ne suis pas dépendant d'un patron, je ne suis pas dépendant de clients, etc. Et c'est aussi un moyen pour moi de mesurer la richesse. Et puis après, le dernier indicateur pour moi, c'est les expériences de vie.
En gros, ça c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, mais c'est juste de se dire la seule vraie richesse que tu possèdes et que ni rien, ni personne ne pourra jamais te retirer, c'est tes expériences, c'est ce que tu as vécu. C'est les moments de ta vie que tu as... ce qui t'a fait grandir. Que tu as pu avoir, ouais. Et ça pour moi c'est le dernier indicateur, mais c'est le plus important, parce que ça c'est le seul truc, c'est pas un bien matériel, c'est pas X ou Y, c'est pas des voitures, c'est pas de l'immobilier, mais c'est des trucs, quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais te reprendre. Alors on est d'accord que bien souvent quand on regarde le parcours de quelqu'un, on voit souvent en fait l'arrivée, on voit pas tout le chemin. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir développé cette richesse justement de liberté a eu un coût important pour toi? Tu as mis de la discipline sur certaines choses, tu t'es obligé à faire certaines choses, tu nous parlais de choses sur lesquelles tu t'étais obligé à sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu vois d'autres choses dans ton quotidien ou dans ta vie ou dans ton état d'esprit sur lesquelles tu es obligé de te discipliner en fait? Tu es sorti de ta zone de confort sur quel point précisément? Je suis désolé, je n'ai pas encore donné une réponse dans ce sens-là. Je vais donner une réponse un peu dans l'autre sens. Je dirais pas que c'est lié à la discipline de faire les choses, c'est pas de travailler comme un malade, etc. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis quasiment certain que je travaille beaucoup moins que beaucoup de monde. Par contre, il y a un truc qui, moi, m'a vraiment facilité dans le développement de mes activités, de mon business, d'aller vite. J'en parlais hier, c'est... j'en prends conscience quand je discute et que tu me dis mais en fait je sais pas si tu te rends compte à l'âge que tu as, ce que tu as déjà fait. Bon c'est vrai que moi je me rends pas compte parce que tu vois quand tu es dans le truc tu te dis bah écoute tu as toujours envie d'un peu plus, tu as toujours envie de trucs. Mais c'est le fait, je pense que j'ai cultivé une facilité à passer à l'action en acceptant l'éventualité de pouvoir me rater et surtout en appréciant me rater, parce que je sais qu'en me ratant, quoi qu'il arrive, en fait, je fais cette boucle. Ok, je me rate là, mais par contre, c'est juste pour repartir derrière. Et en fait, j'ai cultivé ce truc de dire, je lance vite, je rate vite, surtout, et comme ça, je peux vite. Exactement. Je rebondis vite. Et en fait, ce cycle que tu fais, en fait, quand tu as juste compris ça, que quoi qu'il arrive, tu vas te lancer, et de toute façon, tu seras jamais sûr que ça va fonctionner. Pars déjà du principe que, grosso modo, il y a 50-50. 50% que ça marche, 50% que ça rate. Mais si tu acceptes ça, que tu dis je lance vite pour échouer vite, et que tu répètes en fait ce cycle tout le temps, parce que des trucs que je me suis planté, je peux te dire qu'il y en a un paquet. Des ronds, j'en ai laissé, franchement, vraiment. T'as payé ton école de commerce quoi. Encore aujourd'hui, franchement. Mais par contre, si tu comprends juste le fait que c'est juste des cycles, et que plus tu rapproches le plus vite, enfin que tu rapproches ces cycles de j'essaye, je rate, j'essaye, je rate, j'essaye, je rate, j'essaye, je rate, quoi qu'il arrive, tu vas plus vite que tout le monde. T'es sûr de l'empirisme. Quoi qu'il arrive. Et en fait, le job, c'est pas d'attendre des projets, d'en parler pendant 5 ans à toute la planète et de te dire un jour, vas-y, je me lance. Non, j'attends le bon moment pour me lancer. Tu lances, tu testes, tu vois, ok, tu rates, tant mieux, boum, cycle, cycle, cycle. Et en fait, c'est cette capacité justement à rapprocher les cycles de je lance échec et de les cumuler comme ça, puis aimer et même limite ça, tu vois, et que c'est ok, c'est normal. Et je pense que c'est ça vraiment le truc qui en tout cas a fait la grosse différence. Ok, c'est quoi ton meilleur moment ou ton pire moment dans ton job? Une expérience, ouais, une expérience, un truc de dingue, un truc... Tu veux que je commence par quoi? Le pire. Le pire moment, qu'est-ce que c'est que le pire moment dans mon job? Un truc qui te vient en tête, ouais. une expérience où tu te dis oh là là là. Je peux te le donner. Il y a, bon, je pourrais pas te dire la date exacte, parce que je vais me gourer si je te la donne. J'étais manager de salle de sport à Genève. Donc je te refais juste le contexte pour que tu le visualises bien. J'avais, je pense, 22 ans ou 21 ans et j'étais déjà manager d'une structure. Et cette structure-là, c'était la salle la plus haut de gamme d'un groupe de 23 clubs sur toute la Suisse. Et c'était un groupe de 380 personnes et moi j'étais responsable de la plus grosse structure. J'étais devenu manager et entre guillemets sous moi, c'est pas le cas dans le quotidien, mais si tu veux hiérarchiquement sous moi, j'avais des gens plus âgés. J'avais une quarantaine de personnes si tu prends tout le monde, les personnel trainers, les instructeurs de cours co, les personnes d'entretien, du ménage et tout. Et en fait c'était déjà très difficile toi d'être le petit jeune dans le truc.
et de devoir manager tout le truc. Donc j'ai passé vraiment des moments assez difficiles, non pas parce que je me sentais pas capable, mais parce que les gens en fait avaient du mal à me percevoir comme le manager, etc. Parce qu'aussi j'avais évolué en interne, donc c'est des anciens collègues qui faisaient le même job que moi, qui m'ont ensuite vu évoluer, et c'est très très difficile pour ça. Donc quand on est jeune en plus, ça allait davantage. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, c'est que j'ai eu la malchance en fait d'avoir des vols dans mon club à répétition. C'est-à-dire qu'on avait de l'argent qui disparaissait des coffres, on avait du matériel qui disparaissait régulièrement, etc. Et c'est quelque chose qui s'est passé pendant une année. Donc de nuit, avec des vols, etc. Et le problème, c'est que quand ça se passe comme ça, c'est le manager, tu vois, qui est responsable. Et je veux dire, quand tu es dans une grosse boîte comme ça, ils cherchent pas à comprendre, c'est toi, etc. Alors heureusement que j'étais un bon élément et qu'en gros, ils savaient que c'est pas moi qui allais tirer dans les caisses. Et puis, j'avais pas besoin de ça, a priori. Et en fait, ce qui a été hyper dur pour moi, c'est que chaque semaine, il se passait quelque chose. Et chaque semaine, en fait, tu avais une équipe qui disait, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte un jour que c'était un des mecs les plus proches de moi dans le club, qui en fait, une fois par semaine, venait voler dans les caisses, etc. On l'a découvert au travers des caméras. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un électrochoc. Et je me dis, en fait, ça fait 1 an que je vis dans des relations fausses avec certaines personnes, que je suis dans une illusion, en fait, tu vois, de bonnes relations, d'équipe, etc. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc. Dans la foulée, j'ai fait une sorte de mini remise en question, / dépression, / burn-out, tu vois, jeune. Et c'est aussi là où tu dis, écoute, je quitte le navire. Et puis aujourd'hui, la seule personne où j'ai confiance, aujourd'hui, je te dis, à l'instant T de ce que je te raconte, la seule personne en qui j'ai confiance, c'est moi. Donc je vais bosser pour moi. Donc ça, c'est en tout cas ma pire expérience. Et si je peux te donner ma meilleure, c'est... Finalement, ça peut être celle-là. Alors aussi, mais c'est pas celle-là, mais c'est la même période. C'est qu'à l'époque, il y avait un adhérent à la salle de sport qui était le gars casse-couille. Donc l'adhérent, personne ne le voulait en coaching. Le mec achetait du personal training, mais personne ne voulait le prendre parce qu'il était chiant, parce qu'il était infect, tu vois. Et puis moi, à cette époque-là, je prenais pas tous les personal training parce que j'avais d'autres choses à faire, tu vois, manager le club, bref. Ils le voulaient pas, ils annulaient ses séances, etc. Et un jour, le mec, il se pointe à l'accueil et il me dit je voulais faire une séance. Le gars, le client casse-couille. Et moi, je me dis, putain, il est casse-couille et tout le monde me dit ça et tout, je vais le faire. Je fais la séance avec lui. Et au final, super bien. Je fais la séance avec lui, alors, il est froid, il est méchant, il est tout ce que tu veux. Exactement comme on me l'avait décrit. Le gars m'envoie un message le soir même. À la fin, je vais laisser mon numéro, etc. Parce que tu te dis, c'est un client, on va le prendre quand même, bref. Il m'envoie un message et tout, il me dit, j'aimerais faire une séance demain. Je le reprends et il me dit, écoute, c'est la première fois que j'adhère avec un coach comme ça. Pas forcément par les exercices qu'on a pu faire ensemble, pas forcément, mais juste l'approche, la manière de faire, etc. Et cette personne-là, aujourd'hui, je peux le considérer comme un ami. C'est quelqu'un qui a 55 ans, avec qui je pars en vacances, avec qui j'ai une relation qui est exceptionnelle. Et juste le truc qui est énorme dans ça, c'est juste se dire, et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne jamais avoir d'a priori sur les gens. Ouais. Ne pas écouter l'avis des autres aussi, parce que tu sais pas ce qui a pu se passer, etc. C'est juste fais-toi ton propre avis. Bien sûr. Sur les gens, parce que c'est comme ça que tu peux créer des belles choses, quoi. Parfait. Donc c'est quoi ton super-héros préféré? Ah, ça c'est... Alors moi c'est pas super-héros. J'aime bien ces questions. C'est pas super-héros, c'est héros. Ok. Ouais, parce que... donc moi c'est Batman. Ouais. Cool, d'où le caleçon. D'où le caleçon, je l'ai tatoué sur le bras aussi. C'est vrai. Ah, oh, classe. Non mais, c'est Batman, tout simplement parce que j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup aussi le fait de dire c'est qu'un humain normal qui, quand il fait son boulot, quand il fait son métier, quand il enfile sa cape, va aider en fait différentes personnes. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup le parcours, j'aime beaucoup les valeurs. Et j'aime aussi cette idée de dire, voilà, t'es un humain normal, mais quand t'enfiles ta cape, t'es en capacité de pouvoir aider un maximum de monde. Ok, j'enchaîne, tu me donnes là, ouais, forcément. Je suis obligé de te poser la question, la valeur la plus importante dans la vie, c'est quoi pour toi? S'il y en avait une au-dessus du lot, ça serait laquelle? La valeur, je dirais, c'est la capacité à tenir ses engagements auprès des gens. Parce que je pense que pour construire quelque chose de durable, etc., je pense qu'il faut être en capacité de pouvoir s'engager auprès des gens et d'être quelqu'un de fiable. Ça, c'est quelque chose qui vraiment pour moi est extrêmement important. Parce que cette fiabilité, le fait d'être toujours comme ça, il n'y a pas de up and down, il n'y a pas de je m'engage sur un truc, derrière c'est mort. Pour moi, c'est vraiment le truc qui est hyper important pour moi.
en tout cas dans ma manière de fonctionner personnelle et dans ce que j'aime bien chez les gens. Et la capacité également à, du coup, pouvoir dire oui quand on peut s'engager et la capacité à dire non quand on ne peut pas faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui à tout. Bien sûr. Tu vois, mais qui ne délivrent pas ou qui ne sont pas capables de tenir. Et je pense que c'est quelque chose de très très important pour vous. Ok, si tu avais 3 conseils à donner à un jeune coach qui débute, qui vient d'avoir son diplôme là, tu lui dirais quoi? Là, qui vient de diplômer là maintenant. J'aurais dû me lister, t'aurais dû me dire. Non, ah mais non, mais c'est ça le but de l'interview, tu le savais. Je t'ai dit, je te mène pas, ça sera brut de pomme. Ce que je peux... La première chose, c'est... Tu as déjà donné beaucoup de conseils. Hein. Ouais. Mais si je dois s'en sortir 3, si on prend vraiment quelqu'un qui débute dans le métier, même pour quelqu'un après en fait d'ailleurs, c'est... Sache une chose, c'est que le plus important, c'est la relation avec tes clients, membres, sportifs, peu importe comment tu les appelles. La clé de ta réussite, c'est une fois que les gens sont clients chez toi, qu'est-ce qui se passe? Et je partageais un truc que j'ai trouvé plutôt sympa hier, je me le suis noté après, c'est de dire, traite chacun de tes clients comme si c'était le dernier que tu allais avoir dans ta vie. Ouais. Et fais en sorte que, imagine que pour développer ton business, tu n'avais qu'un seul client et que grâce à lui, tu pourrais avoir des recommandations, etc. Qu'est-ce que tu ferais avec cette personne-là? Et traite toute cette personne-là comme si c'était le dernier client que tu pouvais avoir. Et ça, c'est la première chose. Et qu'on développe une activité en présentiel, qu'on développe une activité en ligne, qu'on ait même un autre business, peut-être qu'il y a des gens qui regardent ça et qui sont dans notre business, tu vois. Mais vraiment, traite tes clients de la meilleure des manières. Et ça rejoint aussi le concept d'intelligence sociale, de dire voilà comment j'interagis avec les gens, comment je fais en sorte qu'ils s'épanouissent dans ce que je fais, qu'ils s'ennuient pas, qui discutent avec moi. Parce que tu vois, le coaching, c'est pas que fais des répétitions, saute à droite, saute à gauche, temps de repos, tu vois. Non, le coaching, c'est des discussions, c'est des interactions, c'est un super moment en fait. Donc je te dirais ça. Donc faire le focus sur le client. Je te dirais, je vais te dire quand même un deuxième truc. Apprends beaucoup de choses, cultive-toi sur certains sujets. C'est important d'avoir de la discussion avec ses clients, avec les partenaires. C'est une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Ça peut être du dev perso, mais ça peut être aussi, ça peut être n'importe quoi, mais juste cultive-toi, apprends des choses, parce qu'il n'y a rien de pire en fait pour un client que de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas cultivé en fait. Tu vois, qui n'a pas de discussion, etc. Donc nous, on a l'impression qu'on en a, toujours, systématiquement, donc chacune des personnes qui écoute ça se dit j'ai de la discussion. Analyse quand même un peu et dis-toi, ok, est-ce que je suis vraiment si cultivé que ça? Est-ce que je sais suffisamment de choses? Et est-ce que je suis en capacité d'aller loin dans des discussions avec mes clients? Tu vois, il y a ça aussi, et que tu le fasses en ligne ou en présentiel. Et puis le dernier conseil, et ça c'est vraiment le conseil de base que je dis à tout le monde, c'est quelle est la vraie raison en fait pour laquelle tu fais ce métier? Et est-ce que tu aimes réellement aider les gens? C'est ça. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un tri qui se fait assez facilement. C'est que si tu fais ce métier que pour l'argent, il y a de très grandes chances que tu ne dures pas. On parlait tout à l'heure du je ne sais pas combien de pourcentage de personnes qui ne durent pas. Mais ceux qui durent, c'est ceux qui aiment réellement aider, ceux qui aiment réellement impacter la vie des gens. Et en fait, si juste déjà tu as cette intention-là dans tout ce que tu fais, il y a de très grandes chances que déjà tu fasses une belle carrière, que tu aides beaucoup de monde et puis en plus de ça, que tu puisses en vivre confortablement, quoi. Alors tu posais la question hier à l'envers de la mienne d'aujourd'hui, mais tu disais, tu as demandé à nos élèves qu'est-ce que dirait le moi de 85 ans au moi d'aujourd'hui. Moi je te le dirais dans l'autre sens, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à l'adolescent que tu étais? Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à l'adolescent que j'étais? Le petit moi à l'oreille là, tu sais. Ah ouais, si, j'ai quelque chose. C'est d'ailleurs un truc que je me répète très souvent. Vraiment très souvent. Il est même écrit chez moi sur un tableau blanc. C'est que dans la vie, peu importe ce que tu entreprends, peu importe tes objectifs, peu importe tes ambitions, on en a tous des différentes, etc. C'est hyper important de ne pas attendre des autres, ne pas attendre qu'on fasse les choses à notre place, ne pas se dire peut-être que quelqu'un viendra m'aider en gros,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est important de prendre l'entière responsabilité de notre vie, l'entière responsabilité de ce qu'on entreprend, de ce qu'on fait, etc., etc. Vrai mojo de l'entrepreneur, ça. Parce qu'il n'y a personne qui va venir le faire à ta place. Mais c'est vrai. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, tu vas avoir des super relations, il va y avoir des super personnes, etc. Mais quand il s'agit de développer un business, vivre la vie que tu as envie de vivre, il n'y a personne qui va arriver un matin, qui va te toquer à la porte et qui va te dire « Coucou, je suis là pour te filer un coup de pouce ». Non. Tu vois, ça c'est dans les rêves, etc. Et souvent, on se trouve l'excuse de dire « J'attends que ». Tu vois, il y a ci, il y a ça, je repousse. Non. Juste prendre conscience qu'à un moment donné, tu seras responsable de tes réussites. Tu es également responsable de tes échecs. Et tu es aussi capable de comment est-ce que tu transformes ces échecs-là en apprentissage. Et en fait, à la fin, quand tu auras réussi ou pas, et en fait, chacun a son notion de réussite, mais tu seras 100% responsable des choix, de cette réussite-là par rapport à tous les choix que tu as fait. En fait. Et c'est vraiment de se responsabiliser ça, se responsabiliser et comprendre qu'en fait, c'est nos décisions qui déterminent en fait ce qu'on va devenir et là où on va aller, quoi, et qu'on est les seuls responsables. Parfait, je pense que c'est une belle conclusion. Est-ce que tu as des podcasts, des liens sur lesquels on peut te suivre? Instagram? Ouais. C'est là où tu publies le plus? Ouais, c'est là où je mets le plus de choses. Après, on a pas mal de ressources gratuites, etc. Mais beaucoup déjà de sur vidéos Instagram, YouTube aussi? Ouais, la chaîne YouTube aussi. Avec Level Up? Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. On va en profiter pour aller faire un petit tour sur les terrains et prendre un peu le beau soleil de Marcoussis. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire une seconde interview avec d'autres questions pièges. Merci beaucoup Lohan. Passe une bonne fin d'après-midi. T'as la boîte!